Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Après notre volière de rentrée, il est grand temps de poursuivre notre lecture de la Chambre des Secrets et de s'approcher de la fin avec ce chapitre 16. La vérité sur la Chambre des Secrets commence enfin à s'offrir à Harry et Ron, et il est temps car les victimes du monstre sont déjà nombreuses, avec parmi elles notre pauvre Hermione. C'est donc seul que les garçons doivent résoudre le mystère, et la tâche n'est pas de tout repos, puisqu'ils se remettent à peine de leur mésaventure catastrophique avec Aragog, pendant laquelle ils ont bien failli être dévorés par une horde d'acromontules affamés. Cette rencontre rocambolesque leur a toutefois confirmé que non, Hagrid n'est pas et n'a jamais été coupable, et que le monstre n'était pas non plus son araignée. Mais qui était alors l'héritier ? Et qui est le monstre ? On avait justement laissé nos deux héros au moment où ils réalisaient que des informations fournies par la victime découverte morte il y a 50 ans pourraient leur être bien utiles. D'autant que ces infos pourraient être facilement accessibles si cette victime n'est autre que Mimi Géniard, qui est restée sous forme de fantôme pendant tout ce temps à l'endroit même où le monstre l'a tué. Il n'y a donc pas de temps à perdre pour poser quelques questions à Mimi, d'autant plus que la tournure des événements va s'accélérer dans un Poudlard à l'ambiance lugubre. Après ce nouveau chapitre très sombre, on retrouvera bien sûr la clarté de notre volière pour répondre à quelques-uns de vos hiboux. Mais avant, direction cette fameuse Chambre des Secrets. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Chapitre 16. La Chambre des Secrets. Le lendemain matin, à la table du petit déjeuner, Ron n'en revient toujours pas de la révélation de Harry. Et on peut le comprendre, toutes les fois où ils se sont retrouvés face à la clé de l'énigme. Mais bon, ça ne solutionne pas tous leurs problèmes, puisqu'il va bien falloir trouver une solution pour se glisser dans les toilettes des filles, tout en échappant à la surveillance des professeurs. Sortie de son contexte, cette phrase peut être très bizarre. Ah oui, et information secondaire aussi, pour des élèves de Poudlard. Pendant le cours de métamorphose, McGonagall leur annonce que les examens vont avoir lieu le 1er juin. C'est vrai que les cours et les examens, c'est quand même très secondaire à l'école de sorcellerie, rappelons-nous. Pour McGonagall, rien d'anormal. Après tout, l'équipe professorale a tout fait pour que l'école reste ouverte afin qu'ils puissent poursuivre leur étude, ce qui signifie aussi qu'ils puissent passer leurs examens. Alors évidemment, cette annonce crée l'indignation chez les élèves. Comment est-ce qu'ils peuvent réviser alors qu'il y a un monstre qui agresse leurs camarades ? C'est pas possible. Sauf à Poudlard. 3 jours avant les examens, McGonagall apprend aux élèves que le professeur Chourave l'a informé que les mandragores sont prêtes à être coupées. Yeah ! Ce qui veut dire que dès ce soir, les élèves pétrifiés pourront être réanimés. L'annonce crée une explosion de joie dans toute la grande salle, mais bien sûr, cette joie n'atteint pas la table des Serpentards, évidemment. Mais bon, je pense que Ron, il est assez heureux pour tout le monde. Hermione va être de retour. L'excursion pour aller voir Mimi, en plus, n'a plus lieu d'être. Oh là là, Hermione va être tellement folle quand elle va apprendre que les examens sont dans 3 jours. Mais à ce moment, Ginny, l'air apeuré, s'assoit à côté de Ron. Elle a trop envie de leur dire quelque chose, et son comportement fait un peu penser à Harry à celui de Dobby lorsqu'il veut révéler quelque chose qu'il n'a pas le droit de dire. Il lui demande aussitôt si c'est par rapport à la Chambre des Secrets, mais au moment où elle prend une inspiration pour répondre, Percy l'interrompt en s'installant à la grande table. Furieux, Ron dit à Percy qu'il a interrompu une conversation avec Ginny, sûrement à propos de la Chambre des Secrets. Mais son grand frère, un peu gêné, lui dit que non, c'est juste que Ginny est tombée sur lui alors qu'il était en train de faire quelque chose, et qu'il lui avait bien dit de n'en parler à personne, mais apparemment elle a failli ne pas tenir sa parole. C'est dingue comment Percy remet tout sur lui en fait à ce moment-là, alors que c'est pas du tout de quoi il est question en fait. Ouais, mais c'est compréhensible, je pense, à l'adolescence. T'es un peu gêné de sortir avec quelqu'un, qu'on te surprend peut-être d'embrasser quelqu'un. Je pense qu'il est un peu omnibulé par ça. Il était hyper gêné que sa petite sœur le voit un peu dans une situation où il est peut-être tout romantique, tout roucoulant à côté de Pénélope de Claire. Mais quelque part, la stratégie, elle est un peu nulle de la part de Percy parce que il aurait pu feinter l'ignorance, tu vois. Alors qu'en fait, il révèle au moins en partie
le secret, quoi. Alors qu'en plus, c'était pas du tout ça qu'elle voulait dire. De lui-même. Il se grille un peu tout seul, quoi, Percy. De son côté, Harry sait bien que tout le mystère va être résolu sans leur aide. Mais bon, si par hasard ils ont l'occasion de parler à Mimi, pourquoi pas? C'est fou quand même ce besoin de quand même fouiner et avoir les informations avant tout le monde, même si ça va être résolu par les adultes à la fin de la journée. On va voir que ça sera pas le cas, mais... C'est une addiction chez eux. Il faut enquêter à tout prix. Ouais, ça changera pas. Hein. Et l'occasion lui est donnée alors que Lockhart les accompagne en cours d'histoire de la magie. Lui, Lockhart, il est toujours persuadé que le coupable est Hagrid et qu'il n'est donc aucunement nécessaire de continuer à prendre des mesures de sécurité. Et à la plus grande surprise de Ron, Harry l'approuve. Mais Ron comprend le stratagème d'Harry et continue dans son sens. Et donc du coup, en fait, le stratagème, c'est de remonter l'ego de Lockhart à bloc, et donc du coup, il laisse alors les élèves aller tout seuls à leur prochain cours. Après avoir laissé passer tous les élèves de Gryffondor devant eux, Harry et Ron se précipitent en direction des toilettes de Mimi Géniard. Mais leur course effrénée est vite stoppée par le professeur McGonagall, qui leur demande ce qu'ils font dans les couloirs. Et Ron, trop balbutiant pour faire une réponse convaincante, Harry prend le relais pour expliquer qu'ils vont voir Hermione. En effet, les mandragores sont prêts et ça fait tellement longtemps qu'ils ne l'ont pas vue, et avec une grande surprise, le professeur McGonagall se laisse attendrir. Elle va même prévenir le professeur Binns qu'il ne participeront pas à son cours. C'est horrible ce moment parce que McGonagall, elle est hyper touchée de l'initiative de Harry et Ron, alors qu'en fait elle est complètement bidon et elle est inventée par Harry à la dernière minute. Et du coup son émotion, elle est un petit peu ridicule à ce moment-là, alors qu'elle est hyper sincère de la part de McGonagall, en fait. Ça montre qu'elle a vraiment un cœur derrière son aspect très sévère. Alors cool, l'excuse est passée auprès du professeur, c'est cool hein, mais du coup ils vont devoir se rendre à l'infirmerie. À contre-cœur, Madame Pomme-Fraîche ne peut les empêcher d'entrer. En effet, Ron et Harry se rendent bien compte qu'une fois devant Hermione, on ne pouvait pas communiquer avec quelqu'un de pétrifié. C'est alors en la regardant que Harry voit qu'Hermione a quelque chose de coincé au creux de sa main, et après 5 minutes de dur labeur pour tirer le bout de papier d'une main pétrifiée, Harry et Ron peuvent enfin lire ce qui se trouve être la page arrachée d'un livre de la bibliothèque. Avant que tu lises juste la citation, je trouve ça un peu bizarre et froid de la part de Madame Pomme-Fraîche de dire que ça sert à rien de parler avec quelqu'un qui est pétrifié, parce que, évidemment, c'est comme avec quelqu'un qui est dans le coma, je veux dire, la personne, la plupart du temps, elle va pas forcément pouvoir t'entendre, mais la démarche de parler à quelqu'un qui est inanimé, c'est aussi de se parler à soi-même, en fait. Et elle a aucune vision de cette sorte, en fait. C'est juste, elle voit le côté pratique. Ça sert à rien de parler à quelqu'un qui est pétrifié, c'est ridicule. Après, eux-mêmes se rendent compte que c'est encore particulier, la pétrification à côté d'un état comateux, je pense. État comateux, oui, c'est ça. Parce que t'as l'impression de parler à une poupée de cire, en fait. Il y a vraiment aucune vie qui émane d'un corps. Le corps est froid, il est en cire. Mais c'est vrai que psychologiquement, les proches des victimes pétrifiées peuvent ressentir le besoin de parler à leurs proches, c'est sûr. Alors, que dit ce petit bout de papier ? De tous les monstres et créatures qui hantent nos contrées, il n'en est guère de plus étrange ni de plus mortel que le basilic, connu également sous le nom de roi des serpents. Ce reptile, qui peut atteindre une taille gigantesque et vivre plusieurs centaines d'années, naît d'un œuf de poulet couvé par un crapaud. Pour tuer ses victimes, la créature recourt à une méthode des plus singulières. Outre ses crochets venimeux, le basilic possède en effet des yeux meurtriers qui condamnent à une mort immédiate quiconque croise son regard. Il répand également la terreur parmi les araignées dont il est sans nul doute le plus mortel ennemi. Le monstre, quant à lui, redoute plus que tout le chant du coq qui lui est si fatal si d'aventure il lui parvient aux oreilles. Et sous cet extrait, Hermione avait ajouté à la main le mot tuyau. Et là, tous les éléments se mettent en place dans la tête d'Harry. Le monstre de Serpentard est un basilic, et s'il est le seul à l'entendre, c'est parce qu'il parle fourche-langue. Alors, sur le basilic, que dit notre cher Norbert Dragono dans son ouvrage Les animaux fantastiques ?
Alors lui, Norbert, il explique que le sorcier grec Herpo l'infâme a découvert que le basilic était le résultat d'un œuf de poule couvé par un crapaud. Donc je pense que l'ouvrage dont la page a été arrêtée, c'était Les Animaux Fantastiques de Norbert Dragono, sûrement. Enfin, je suppose. Et par contre, dans notre mythe moldu, d'où vient le basilic ? Alors il a extrêmement plein d'origines. J'ai pris l'origine dans la Grèce antique. Alors dans la Grèce antique, il est censé être né du sang provenant de la tête tranchée de Méduse. Et au Moyen-Âge, le basilic naît d'un œuf de coq couvé par un crapaud ou un serpent. Et je me suis dit, est-ce qu'un coq pond des œufs ? Non, en fait, c'est pas un coq simple, c'est un cocatrix. C'est un animal fantastique qui a une tête de coq avec un corps de serpent, je crois. C'est un peu un animal aussi fantastique. Mais pour ceux qui s'intéressent à la naissance des mythes et légendes, je vous invite à lire une publication, alors je vais sûrement écorcher son nom, Anne Beagel d'Indorf. Pour ceux qui sont intéressés, je donnerai les références. Elle est chercheuse au CNRS et elle a publié un texte intitulé « Le basilic et le phénix de l'Antiquité à Harry Potter » en 2007. Et c'est super intéressant pour ceux qui s'intéressent aux mythes et légendes. C'est un texte très intéressant à lire. Ouais, bah justement, ouais, comme le phénix, c'est ça que j'allais dire. J.K. Rowling n'a rien inventé, quoi. Elle reprend des mythes de la culture populaire ou de l'Antiquité en les adaptant à son univers magique contemporain, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est passionnant de voir comment l'immensité de sa culture et comment elle parvient à le moderniser ou en tout cas à l'adapter au monde des sorciers. Et ça, c'est absolument passionnant, effectivement. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle s'est servie des mythes et légendes de base pour les transformer entre guillemets à sa sauce pour les inclure dans Harry Potter. Mais ce qui est hallucinant, c'est que maintenant des chercheurs ou des gens qui écrivent des thèses à l'université utilisent la mythologie de J.K. Rowling pour les intégrer dans leurs recherches. Enfin, je trouve ça génial aussi. Maintenant, Harry Potter, ça fait partie aussi des mythes et légendes contemporaines, quoi. C'est génial. Ouais, c'est ça, mais en même temps, ouais, c'est une nouvelle pierre à l'édifice, en fait, quelque part, Harry Potter, parce que les mythes, c'est ça, les mythes, ils sont réécrits, recyclés, si on peut dire ça, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de l'histoire. Et en fait, quelque part, dans son univers de sorcier, quand elle reprend le phénix ou quand elle reprend le basilic, elle participe au mythe aussi en le réadaptant, en fait, quelque part. Donc c'est logique que des chercheurs et que des gens qui analysent, en fait, prennent en compte l'œuvre de J.K. Rowling pour ça, en fait, parce que quelque part, c'est la suite contemporaine, ça fait partie de l'histoire aussi. Peut-être que dans 1000 ans, on parlera du basilic, on fera l'historique du basilic et on citera Harry Potter parce que ça a été réutilisé dans la culture populaire avec Harry Potter. Mais alors, petite question, si le basilic peut tuer d'un simple regard, pourquoi personne n'est mort ? Et je te pose cette question, Jérémy. Est-ce que tu te souviens, par exemple, pourquoi Colin n'est pas mort par le regard du basilic ? Parce qu'il regardait à travers son appareil photo. Bonne réponse. Pour Justin ? Pour Justin, il l'a vu à travers Nick quasi sans tête. Et Nick quasi sans tête étant un fantôme, il peut pas mourir. Même si ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre quand même. Ça pétrifie un fantôme. Bon, soit. Hermione et Pénélope ? Hermione, elle avait un miroir forcément parce qu'elle avait découvert la vérité sur le monstre et donc elle a guidé Pénélope en lui conseillant d'attendre avec elle à chaque coin de couloir et en regardant à travers le miroir et en fait elle a vu le basilic à travers son miroir. Et enfin Mystaigne. Mystaigne, il y avait de l'eau parce que Mimi Géniard a inondé les toilettes du 2e étage. Donc mais c'était le reflet des yeux. C'est un sans faute. N'empêche, on connaît l'histoire par cœur, mais je me souviens plus, moi, quand j'ai découvert la lecture, parce que j'ai lu le 2e tome avant de voir le film au cinéma. Et c'est dommage, parce que vraiment, le twist, il devait être incroyable quand tu découvrais l'histoire, que ça soit au cinéma ou en livre, quoi. C'est tellement élaboré, elle a aussi le sens du twist, hein, qui à nouveau fait mouche là dans la chambre des secrets. Et là, en plus, on était très jeunes. On était très jeunes, donc je pense qu'on était hyper impressionnable à l'époque au niveau de nos lectures.
Le twist dont je me souviens vraiment, c'est le premier film, parce que c'est comme ça que j'ai découvert Harry Potter. Et ça, je me souviens que Quirrell Voldemort, ça a été un gros twist pour moi, tu vois, parce que j'étais persuadé à 11 ans, jeune spectateur de cinéma, que c'était forcément Rogue. Et ça, c'est mon premier twist, je crois, tu vois. Mais même quand tu le lis, moi j'étais persuadée que c'était Rogue, ça avait totalement marché sur moi. Ouais. Et elle a gardé ce sens quand même du rebondissement final. C'est pas un hasard qu'aujourd'hui elle excelle dans l'écriture de romans policiers notamment, parce qu'elle a ce truc, elle a ce don-là, c'est irréfutable, quoi. Et de se renouveler aussi. Ouais. Parce que les tomes de Cormoran Strike, elle a le don, elle a sorti 4 tomes, et les 4 tomes ne se ressemblent pas entre eux. Le déroulé ne se ressemble pas, elle s'est renouvelée à chaque histoire de Cormoran Strike, et ça c'est... Après on aime ou non au fil des tomes, mais moi j'ai plutôt aimé qu'elle cherche tout le temps à se renouveler, et pas se complaire comme certains auteurs de romans policiers sur le même déroulé avec leur même inspecteur en fait et acolyte. Ouais, elle prend des risques. Ouais, c'est ça. Complètement. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut reprocher peut-être à la Chambre des Secrets, c'est de pas prendre beaucoup de risques par rapport au premier tome, parce qu'il y a des éléments de l'histoire qui peuvent être mis en parallèle, beaucoup d'éléments d'histoire entre le premier et le deuxième. Il y a quelque chose d'un peu de redondant entre le premier et le deuxième, et à partir du Prisonnier d'Azkaban, là, va prendre des risques, justement. Mais malgré les effets de répétition, etc., n'empêche qu'encore une fois, le mystère fonctionne beaucoup, même si on a tendance à l'oublier, parce que la Chambre des Secrets, bah voilà, on connaît par cœur, on a vu je sais pas combien de fois les films, on a lu je sais pas combien de fois le livre, et j'essaye, moi en tout cas, d'essayer de retrouver un œil neuf là-dessus, et quand, avec du recul, tu te dis, l'histoire est quand même ultra bien foutue, encore une fois. Oui, c'est parce qu'on s'est habitué à l'histoire. Pour nous, c'est la base, Harry Potter, et on se souvient plus des premières découvertes de l'histoire. On s'est dit, oh, mais c'est trop bien, c'est fou. À l'époque, c'était tellement nouveau. J'en suis coupée. Ok. Alors, revenons-en à nos découvertes. Alors, finalement, tout s'expliquait. Et tout s'explique, même le fait que les coqs d'Hagrid aient été tués trouve une explication. Le basique redoute le chant du coq. Et en plus de ça, les araignées le craignent. Tout s'explique. Et enfin, le petit bout de papier sur lequel Hermione a marqué le mot tuyau prend tout son sens. Si personne ne peut voir cet énorme serpent, c'est parce qu'il se déplace dans la plomberie du château. Mais attendez, la première victime de l'héritier, c'est Mimi. La plomberie, Mimi qui est morte dans les toilettes. Et là, tout fait sens. Et si l'entrée de la chambre des secrets se trouvait dans les toilettes de Mimi Géniard? Et enfin, après cette découverte, Harry et Ron prennent la décision d'aller voir McGonagall pour tout lui raconter. Ils décident de l'attendre dans la salle des professeurs. Enfin, une décision raisonnable. Après un moment d'attente, ils entendent la voix de leur directrice de maison demander aux élèves de regagner leur dortoir. Une nouvelle attaque. Et là, au lieu d'attendre sagement le professeur dans la salle, les 2 acolytes paniquent et s'enferment dans une penderie remplie de capes de sorciers. Harry dit « Cachons-nous là, on va écouter ce qui s'est passé. Ensuite, on va leur raconter ce qu'on a découvert. » Mais en fait, Harry, c'est quoi les bails? Tu te caches, tu espionnes tes professeurs et ensuite tu sors de la penderie, là, comme ça, tu fais « Attendez, moi aussi j'ai une info !» Je pense pas que tu vas être super bien accueilli. Excusez-moi. J'ai quelque chose à ajouter. Oui, j'étais dans la penderie en train de vous espionner. Ouais, la relecture, c'est quoi son plan en fait? C'est nul. Un peu bizarre comme plan, ouais. Mais oui. À quel moment il pense que ça va bien passer au lieu de continuer à attendre sagement dans la salle des professeurs? Mais ça, c'est aussi le côté qu'on ramène aussi, le côté peur inexpliquée de l'enfant qui « Oh mon Dieu, je suis dans la salle des professeurs et je devrais pas m'y retrouver. Donc du coup, je vais attendre dans la penderie, mais ensuite, je vais leur annoncer après ce que j'ai découvert. » Et ça n'a aucun sens. Ouais, et puis à partir de ce moment-là, on va pas en parler pendant le résumé du chapitre, mais parce qu'on a un hibou là-dessus. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment, Harry et Ron, ils vont pas prendre les meilleures décisions. En tout cas, c'est un peu bizarre. Et comme tu dis, c'est peut-être parce que c'est des décisions d'enfants, quoi, parce qu'ils ont 12 ans et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, quoi. Enfin, d'enfants, de pré-ado, hein, parce qu'on a des auditeurs enfants, qui ont 12 ans. Oui, enfants, oui. Préadolescents, ne vous inquiétez pas. Je sais pas, 12 ans. Ouais, préado, oui, préado, oui, oui, carrément. Collège.
En font sonneur des centaines de pas d'élèves qui se précipitent dans leur dortoir. Un instant après, la porte de la salle s'ouvre sur les professeurs terrifiés et décontenancés. L'explication est donnée par McGonagall. Le monstre a capturé et emmené une élève dans la chambre des secrets. Juste au-dessus du premier message, il a inscrit « Son squelette reposera à jamais dans la chambre ». Madame Bibine pose la question ultime. Mais qui est la victime ? Et là, le couperet tombe. C'est Ginny Weasley. McGonagall ajoute qu'il va falloir renvoyer tout le monde à la maison. Dumbledore a toujours dit, mais elle interrompue par Lockhart, souriant, tout juste réveillé de sa sieste. Tellement dans le déni qu'il ne remarque même pas le sentiment de haine que son arrivée a provoqué. Mais Rogue, lui, jette son dévolu sur Lockhart. Et là, j'ai beau détester Rogue, là j'aime bien son petit côté piquant, pinçant, méchant. Et Rogue lui dit en fait qu'après tous les exploits que Gilderoy a accomplis, c'est l'homme idéal pour attraper le monstre qui a kidnappé la fille. Et elle leur ajoute une couche, elle ajoute qu'hier encore il prétendait connaître le lieu où se situait la chambre des secrets, et qu'en plus, ajoute Flitwick, qu'il sait parfaitement ce qu'elle contient. Après tout, Lockhart s'était plaint que toute cette affaire avait été mal menée et qu'on aurait dû lui laisser carte blanche depuis le début. Eh bien, c'est chose faite. Et en plus, approuvé par McGonagall. Lockhart essaye désespérément d'accrocher un regard à quelqu'un qui pourrait lui venir en aide, mais c'est peine perdue. Son si joli visage de séducteur de magazine pour jeunes filles s'est transformé en visage de marbre. Ce que tu disais sur Rogue, qui, malgré le fait qu'on le déteste, là, il nous paraît plutôt sympathique parce qu'il rentre un peu dans Lockhart. Ça me fait penser dans l'Ordre du Phénix, avec Ombrage, il y a ce truc-là aussi. C'est-à-dire qu'on n'aime pas Rogue, mais Ombrage est tellement horrible que finalement, les pics qu'il peut lui faire, ça fait du bien aussi. Et j'aime bien la relation qu'on a avec Rogue en fait dans ces moments-là parce qu'il nous agace, il nous énerve, il est injuste, il est impitoyable, mais des fois la cause est commune avec le lecteur, et là c'est le cas avec Lockhart. Je trouve ça plutôt pas mal. Et c'est un personnage qu'on aime détester. Et puis quand tu tombes sur pire que lui, eh ben ça fait du bien de voir un peu le combat que ça crée en fait. Et finalement, bégayant, Lockhart finit par dire qu'il doit se préparer dans son bureau. Une fois débarrassé de Gilderoy, McGonagall missionne les professeurs d'aller informer les élèves de la situation et qu'ils vont devoir rentrer chez eux dès demain par le Poudlard Express. Sur ce, les professeurs quittent un à un la salle. Et c'est donc à mon tour. Pire transition ever de chapitre. Juste pour, avant d'embrayer sur ce qui se passe dans la salle des professeurs, petite devinette pour toi, Marina. Parce que ce chapitre 16 a la particularité d'être éponyme, c'est-à-dire que le titre du livre, en fait, c'est le titre du chapitre. Mais sais-tu, Marina, dans combien de livres Harry Potter il y a un chapitre éponyme ? Est-ce que c'est le cas de tous les livres ou il y en a que certains ? Est-ce que la Chambre des Secrets est le seul ? As-tu une petite idée ? Je crois que je lui ai posé une colle. Peut-être que je vous pose une colle à vous aussi, hein. Non, à l'école des sorciers, il n'y en a pas un déjà. Alors tu penses que dans l'école des sorciers, il n'y a pas de chapitre éponyme, d'accord ? Donc le 2, il y en a un. Faut que ça soit mot pour mot le titre du... Ouais. C'est toujours Harry Potter et quelque chose, et ce quelque chose, est-ce qu'il y a un moment donné, ça devient un chapitre ? Le 3e, je crois qu'il n'y en a pas. La coupe du feu, il y en a un. Donc là, ça fait le 2e. La coupe de feu, donc ça ferait 2. Ensuite, le 5e, c'est l'Ordre du Phénix. Il y en a un aussi, donc ça fait 3e. Ensuite, c'est le Prince de Sang Mêlé, ouais. 4e. Et ensuite, les reliques de... Bah ouais. Il y en a 5. C'est une excellente réponse. Ouais. Bravo, effectivement, il y en a 5 et en fait il y a à chaque fois un chapitre éponyme, sauf pour le premier comme tu l'as dit. Alors attention, parce que l'école des sorciers, ça aurait pu, parce que tu sais le titre original c'est la pierre philosophale, oui. Mais dans le premier il n'y a pas de chapitre qui s'appelle la pierre philosophale. Et le 3 effectivement il n'y a pas de chapitre qui s'appelle le prisonnier d'Azkaban, mais pour les autres à chaque fois il y en a un. Bravo. Et bravo. Je gagne quoi Je gagne quoi ? Un dragé Bertie Crochu vomi. Tu veux faire un puzzle 3D ? Un puzzle 3D. Pour le
Le C-word. Bon, allez, c'est reparti pour ce chapitre. Alors, on est de retour dans la salle commune. Et forcément, personne ne dit un mot. Harry est avec Ron, Fred et George, mais Percy, qui s'est chargé d'envoyer un hibou à leur mère, s'est enfermé tout de suite après. Après de longues heures, Ron, il reprend la parole. Il dit que Ginny savait quelque chose, et c'est de ça qu'elle voulait parler. Ron, abasourdi, relève le fait aussi qu'elle est sang pur, et il demande à Harry s'il y a une petite chance qu'elles soient encore en vie. Mais après ce qu'ils viennent d'apprendre, Harry ne voit pas vraiment comment ça pourrait être possible. Un quotidien comme tous les enfants de 12 ans, à ce moment-là, la mort. Quand je repense à mon quotidien... Ouais, à 12 ans, on était loin de toutes ces préoccupations. Quoi. C'est pour ça qu'on s'est lancé aussi à corps perdu dans les aventures d'Harry Potter, parce que c'est tellement loin de notre quotidien rempli de magie, de drama. On aimerait tous, au fond de nous, quand même, pas être confrontés à la mort, certes, mais être aventureux et vivre des aventures comme Marie et plonger tête baissée dans le danger et être un peu téméraire. Chose que je ne suis pas dans la vie. Après, avec du recul, je suis bien heureux de pas vivre les mêmes aventures qu'eux parfois, tu vois, et particulièrement par exemple à ce moment-là de se demander si ta sœur elle est vivante ou pas, et puis ton meilleur pote qui dit je pense pas, non. Après, clairement, j'aurais été Harry Potter, j'aurais été l'élu, je pense que j'aurais pas survécu directement au tome 1. J'aurais pas eu toute cette saga en fait. T'aurais pas eu l'instinct du survivant. Bah, je crois pas, non. J'aurais pas eu autant de compétences qu'Harry Potter, je pense. Bon, Ron, il propose d'aller voir Lockhart, parce que ils l'ont entendu dire qu'il allait essayer d'entrer dans la chambre. Et ces infos pourraient leur être utiles, en fait. Harry approuve parce que, de toute façon, il supporte plus de rester dans la salle commune à rien faire. Alors, encore une fois, on va revenir sur cette décision dans la volière, donc on va pas en débattre tout de suite. Harry et Ron, ils sortent de la salle commune et les autres Gryffondors, ils sont tellement dépités que personne ne fait attention à eux. Arrivés devant le bureau de Lockhart, Harry et Ron entendent des bruits d'agitation et dès que Harry frappe à la porte, les bruits se stoppent. Lockhart entrouvre la porte et après un moment d'hésitation, il les laisse rentrer. Harry et Ron découvrent alors que le bureau est presque entièrement vidé. Harry, forcément, il demande au professeur s'il part quelque part, et Lockhart lui répond que oui, il a une urgence. Ron lui demande ce qu'il en est pour sa sœur, et Lockhart, il est mal à l'aise. Harry lui rappelle qu'il est professeur de défense contre les forces du mal, et qu'il peut pas partir à ce moment-là. Face à l'indignation de Harry, qui ne comprend pas pourquoi il s'enfuit après tout ce qu'il a écrit dans ses livres, Lockhart s'emporte, et il révèle enfin sa vraie nature. Et moi, je comprends pas pourquoi Harry et Ron s'étonnent. Parce qu'en fait, ils ont vu les compétences déjà en tant que professeur de Lockhart. Toi que le mec, c'est un incompétent. Et du coup, tu dis, ces livres sont fake. Il a inventé sa vie. Je comprends pas pourquoi ils tombent des nues en voyant le comportement de Lockhart. Ça fait sens depuis le début, en fait, de ce qu'il est et de sa personnalité. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Mais justement, c'est lié un petit peu à la question qu'on va avoir dans la volière. Alors, mais après, on peut peut-être, sans vraiment analyser tout de suite, mais je pense qu'on peut aussi mettre ça sur le fait, encore une fois, qu'ils ont 12 ans, que ce sont des enfants, et qu'ils réagissent vraiment comme des enfants à l'instinct, quoi. Et qu'ils ont encore foi en l'humanité. Ouais, ou alors ils ont encore leur naïveté d'enfant, justement, tu vois. Même si Lockhart était un prof complètement incompétent, ils étaient assez naïfs pour croire qu'il avait fait tout ce qu'il racontait dans ses livres, quoi. Ça, ouais, c'est une naïveté d'enfant, je dis rien. Mais on va y revenir tout à l'heure. La vérité, c'est que les exploits racontés dans ces livres, ce sont pas les siens. Pour la simple raison que si leurs vrais auteurs les avaient racontés, ça se serait jamais vendu. Le héros des loups-garous, par exemple, c'était un vieux sorcier arménien laid comme un pou. Et la sorcière qui a combattu le spectre de la mort, elle avait un menton poilu. Alors que lui, le beau Gilderoy, tout frais, tout pimpant, tout de suite, si c'est lui qui raconte qu'il a fait ses exploits, c'est des best-sellers. Mais en vrai, qui achète les livres en fonction de la beauté de son auteur ?
Ce qui implique qu'en fait, les livres se vendent mieux parce qu'il a un physique très agréable et que si les vrais auteurs des exploits vendaient les livres et se mettaient en couverture, ça vendrait moins. Mais qui achète Ouais, c'est vrai que sur les livres, ouais. Dans le monde moldu, tu peux voir un peu ça dans la musique, je trouve. Il y a cette impression... Dans la musique, mais dans le... Ouais. C'est peut-être leur musique à eux, tu vois, les livres dans le monde des sorciers, comme c'est un peu... Ouais, c'est ça. Dans la c'est un littérature, peu moyenâgeux, on va dire. Ça se voit moins, quoi. C'est sûr que les livres qui sont écrits par des gens qui sont célèbres à la base se vendent mieux, mais au niveau de l'apparence, je pense pas, mais je peux me tromper. Ouais, moi, ça me fait penser à la musique, comme je disais. On a l'impression quand même que c'est plus difficile de vendre des disques et qu'on écoute ta musique si t'as pas un physique agréable à regarder et que tu mets en avant, surtout. Il y a ce truc-là un peu dans la musique, hein. Dans les clips, le clip, c'est mettre en avant son physique, son corps. Bon, bah peut-être que la littérature, que les livres dans le monde des sorciers, c'est un peu le miroir de ça, je sais pas. Parce que Lockhart est une superstar, quoi. C'est une superstar du monde des sorciers. Après, une superstar chez les ménagères et les jeunes filles en fleurs aussi. Ouais. C'est un peu le Mac Brandt, tu vois, de la littérature sorcière. C'est quoi. Mais j'essaye de trouver depuis tout à l'heure un auteur dans notre monde qui pourrait vendre des livres grâce à sa... je dénoncerais. Grâce à son physique. Mais BHL. BHL, tu crois. BHL, c'est un peu le Lockhart moldu. Non, tu trouves pas? BHL et son sac de riz. Je pense pas qu'ils vendent beaucoup de livres, BHL. Oh! Alors pour revenir à Lockhart, pour sa défense, il dit que ça a été un énorme travail d'usurper l'identité de ces sorciers. Notamment parce qu'il a fallu les oublietter pour qu'ils ne se rappellent de rien, et ça tombe bien parce qu'il excelle dans ce domaine. Après avoir fermé ses dernières valises, Lockhart se retourne justement vers Harry et Ron et pointe sa baguette magique sur eux. Il leur dit qu'il est désolé, mais que eux aussi doivent y passer pour protéger sa carrière. Sauf que Harry, il sort soudainement sa baguette, il propulse Lockhart en arrière avec un Expelliarmus, tandis que Ron récupère en vol la baguette du professeur. Avec sa répartie qu'on aime bien dans les livres, Harry dit à Lockhart qu'il n'aurait pas dû laisser Rogue leur apprendre cette formule. Alors c'est marrant cette tirade parce que on le sait en fait, l'Expelliarmus, ça va devenir la signature de Harry au fur et à mesure des livres. Et justement, petite anecdote sur l'Expelliarmus. Je sais pas si tu sais, si t'as déjà vu Marina, mais il y a un fan un peu fou sur internet du nom de Skyler Johnson. Attends, je vais te le faire en devinette. À ton avis, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à Expelliarmus et de façon générale par rapport aux formules magiques dans Harry Potter? Il a réussi à faire une vidéo, je sais pas, mettant en scène les sorts, non? Non, pas exactement. En fait, pas sur TikTok. Non, c'était avant TikTok, je pense. Il a en fait classé tous les sorts qui sont lancés dans les livres, c'est-à-dire les formules qui sont dites à voix haute. Il les a classées, répertoriées, comptabilisées. Alors, son travail, ça permet de savoir, par exemple, qu'il y a 432 sortilèges formulés dans la saga, dans les 7 livres Harry Potter. Et justement, petite devinette, selon toi, combien de fois Harry lance-t-il le sortilège Expelliarmus dans la saga? Il faut qu'il le dise, hein. C'est-à-dire il faut qu'il le dise à voix haute, pas informulé. Je vais être marseillaise. Genre 300 fois. 300 fois, t'imagines? Non, 300 100 fois. 100 fois. T'es encore très marseillais. J'ai été le premier étonné quand 40? même du nombre que c'est. C'est pas si important que 20 ça. 20 fois 20 fois. Moins. 10 fois. Ouais. Ok. Harry, dans toute la saga, il va dire 10 fois Expelliarmus. Alors après, il y a des moments où il va jeter le sortilège et il va pas le dire forcément. Le sortilège Expelliarmus, il est cité 25 fois dans le livre Harry Potter. Je m'excuse en passant pour tous les Marseillais. Et à ton avis, quels sont les 3 sortilèges les plus cités dans la saga? Expelliarmus. Lancés ou évoqués, c'est-à-dire quand tu le dis à voix haute pour lancer le sortilège, ou juste tu le dis à voix haute même si c'est pas pour le jeter le sortilège. Expelliarmus. Accio. Non? Si, pour alors l'instant, c'est bon. Accio, alors je te dis, en fait, il y a 2 premiers ex-aequo. Et Accio en fait partie, mais il y en a un deuxième ex-aequo. Ah, c'est pas Expelliarmus. Non, Expelliarmus, il est 3e. Les auditeurs peuvent jouer à la maison aussi, c'est ce que je leur dis.
Il y en a un, c'est un sortilège de combat. Et comme il y a pas mal de combats, au bout d'un moment, ça permet d'immobiliser ton adversaire. Immobilus? Non. Ah, stupéfixe. Stupéfixe, c'est le deuxième à être utilisé. Donc t'as dit Expelliarmus, c'est le troisième. Stupéfixe, il est cité 27 fois. Il est quand même cité 9 fois dans le dernier, dans les reliques de la mort. C'est un beau score. Donc Accio 34 fois, Expelliarmus on l'a dit 25 fois. Par contre il y a un premier ex-aequo qui est aussi cité 34 fois avec Accio. Un des sortilèges les plus connus de Harry Potter quand même. Combat ou pas combat? Pas... Non, je dirais pas combat. Enfin je veux dire c'est pas pour jeter sur un adversaire. Enfin sur un type d'adversaire on va dire. C'est un sortilège que des gens se font tatouer, notamment une formule latine en 2 mots. Non mais moi quand que tu veux des quiz, même si c'est entre nous, ça te stresse. Trop de mémoire et ça me stresse. Ça te permet de... C'est pour les détraqueurs. Oui. Contre les détraqueurs. Quelle est la formule utilisée? Tu l'as pas? J'ai un trou de mémoire. Spero Patronum. Ah oui. Ou Expecto Patronum. Oui. Donc, qui est lancé 34 fois comme Accio dans toute la saga. Donc, encore une fois, il faut que le sortilège soit cité. C'est-à-dire que il est peut-être lancé plus de fois, mais les personnages le disent pas à voix haute, ou alors c'est pas cité par le narrateur dans le texte. Donc voilà, bravo à ce fan en tout cas qui a fait ce travail. Mais il faudrait pas formule. que je participe à un jeu télévisé de questions parce que je perdrais dès la première. Je pense pas, non. Bon, pour revenir au chapitre, après s'être fait désarmer, Lockhart dit d'une voix faible qu'il ne peut rien faire et qu'il ne sait pas où se trouve la chambre des secrets. Harry lui réplique alors que ça tombe bien parce que eux, ils ont une petite idée. Bon, encore une fois, on va revenir sur ce plan dans la volière. Ça me démange, mais bon, on va attendre un petit peu. Harry et Ron emmènent alors un Lockhart tout tremblant jusqu'aux toilettes de Mimi. Lorsqu'elle les voit arriver, elle demande ce qu'ils veulent et Harry lui répond qu'ils aimeraient savoir comment elle est morte. C'est quelque chose de tout à fait normal à poser à quelqu'un dans la vie de tous les jours. Après, vu que la mort est omniprésente dans la saga, est-ce que aussi elle est pas un peu, j'allais dire désacralisée, mais je sais pas si c'est le bon mot, ça enlève un peu le spectre, comment dire? Non mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des fantômes. La mort, c'est tabou, on en a peur, on la rejette, on la craint. Et dans la saga, est-ce que si de nos jours on parlait pas un peu plus de la mort avec moins de tabou, plus de liberté et de se dire que ça fait partie des choses de la vie, est-ce qu'on la vivrait pas mieux au final? Donc dans la saga, est-ce que il parle souvent de la mort, est-ce que finalement dans le monde des sorciers, est-ce que les élèves l'appréhendent quand même pas un peu mieux et sont peut-être un peu mieux préparés aux choses de la vie? En parlant plus de la mort comme un sujet en parlant moins de la mort qui est un sujet tabou chez nous en fait. Ouais, c'est vrai qu'en tout cas dans la saga, la mort est omniprésente. Le thème de la mort est en fil rouge dans les 7 livres d'Harry Potter, même dès le départ quand les protagonistes ont 11-12 ans quoi. Et c'est vrai que l'univers sorcier, quand on y réfléchit, les élèves côtoient des fantômes tout le temps. Des fantômes, ce sont des empreintes de gens morts. Il y a les tableaux aussi, on peut penser aux tableaux, les portraits, enfin, je veux dire, les gens sont morts et pourtant tu peux parler avec eux à travers leurs portraits, c'est un peu perturbant, c'est des choses qui brisent les lois du monde moldu. Il y a du paranormal dans la vie moldue, il y a des enquêteurs, du paranormal, etc. Mais justement parce qu'on recherche quelque chose, c'est tellement une obsession qu'on essaie de nouer un contact par exemple avec les morts. Dans le monde des sorciers, t'as pas besoin d'enquêter. La mort, elle est partout. Mais pas que dans le monde des sorciers, parce que par exemple, c'est très européen, notre rapport à la mort. On en parlait justement tout à l'heure. Bon, je suis pas une spécialiste de la culture asiatique, mais justement, on en parlait par rapport aux yokai, ces fantômes japonais, où dans la culture asiatique, il y a un pourcentage extrêmement élevé de gens qui croient à la vie après la mort, et la mort, pour eux, c'est pas un tabou. C'est même pas du paranormal, la vie après la mort, c'est ancré dans leur culture. La mort, elle est beaucoup plus, intégrée dans leur culture et beaucoup plus acceptée. Et bon, après, je suis pas spécialiste de la culture asiatique, mais d'ailleurs, si vous voulez, si vous êtes intéressé par les fantômes japonais, les mythes et légendes, les yokai, il y a un podcast très intéressant
qui est animé par 2 expats français, si je ne me trompe pas, qui vivent au Japon. Et le podcast s'appelle La Librairie Yokai et c'est super intéressant parce qu'on s'immerge vraiment dans la culture asiatique et le rapport par rapport au... Pour eux, c'est pas vraiment du paranormal, en fait, c'est dans le culture et le rapport à la mort, en fait. Et c'est hyper intéressant, et si vous êtes intéressé par le sujet, je vous suggère de vous lancer dans ce podcast, parce que on apprend énormément de choses. La reco est bien notée. La reco podcast du jour. En tout cas, Mimi, elle semble flattée qu'on s'intéresse à sa mort, et elle commence donc son récit avec bonne humeur. Elle leur raconte qu'elle est morte dans la cabine où elle se trouve actuellement, et où elle s'était réfugiée il y a 50 ans parce que Olive Hornby s'était moqué de ses lunettes. Et alors qu'elle était en train de pleurer, elle a entendu quelqu'un entrer et parler une langue bizarre. Et comme c'était la voix d'un garçon, elle est sortie pour lui dire de s'en aller, puis, elle est morte. Harry, il lui demande de quelle manière elle a bien pu mourir à ce moment-là, et Mimi lui répond qu'elle se rappelle simplement avoir vu 2 grands yeux jaunes. Puis elle a quitté son corps avant de revenir. Et depuis ce jour, elle s'est promis de hanter Olive Hornby pour s'être moquée de ses lunettes. Alors justement, concernant Olive Hornby, je sais pas si tu t'en souviens, mais dans la coupe de feu, on va en apprendre un peu plus. Et en fait, on va même apprendre que Mimi, elle a continué de harceler cette Olive Hornby après Poudlard. Tu t'en souviens ou pas ? Parce que Mimi, elle s'est même incrustée au mariage du frère d'Olive Hornby. Et ce qui fait que Olive, elle a dû aller jusqu'au ministère pour se débarrasser du poltergeist de Mimi Géniard, qui lui pourrissait la vie. Et en fait, c'est comme ça que Mimi a été renvoyée à Poudlard dans les toilettes où elle est morte, en fait, parce que elle menait la vie dure à son ancienne camarade. Et on sait aussi, et ça c'est un fait intéressant, je crois pas en avoir jamais entendu parler et parler de ça. Ça peut être une bonne campagne, n'empêche, pour le harcèlement. Contre le harcèlement, putain. Ouais. Faites attention, sinon vous allez avoir Mimi Géniard sur le dos et vous allez le regretter toute votre vie. Exactement. Après, quelque part, c'est un peu l'arroseur arrosé, parce qu'elle devient ce que son adversaire, tu vois ce que je veux dire ? Elle devient ce qu'elle dénonce. Ouais. La ligne, elle est fine entre là, une petite revanche et finalement devenir harceleur. Ouais. Là, ouais. Surtout que Mimi Géniard, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes, mais elle est assez problématique sur d'autres points aussi. Oui. Elle a un peu mis tout, hein. Ouais, aussi. On se souvient de la coupe de feu. En tout cas, quelque chose que j'ai appris, en tout cas, j'ai appris. Je m'y suis jamais intéressé, mais il y a un petit détail qui est intéressant, c'est que Olive Hornby, elle est certainement morte. Enfin, c'est sûr, en fait, elle est morte, cette élève, enfin cette ancienne élève, puisque en fait, dans la coupe de feu, justement, quand Mimi en parle, elle dit qu'elle s'est assurée de ne pas faire oublier à Olive la vue de son cadavre jusqu'au jour où elle est morte. Donc, en fait, elle est morte. Mais on sait pas quand et on sait pas comment. Surtout, est-ce qu'on l'a aidée ou elle est morte d'un accident C'est à se demander, franchement, si Mimi Géniard, si elle est pas responsable de quoi que ce soit dans sa mort, quoi. Parce que, bon, elle a été renvoyée à Poudlard parce qu'elle continuait de la harceler après l'école. Donc bon, on peut dire, d'accord, elle était à Poudlard, donc comment elle a pu faire... on imagine qu'elle est morte... Olive Hornby, elle est morte après que Mimi Géniard soit renvoyée à Poudlard. Mais c'est quand même étrange et on peut se poser des questions, quoi. Bon, en tout cas, Mimi, il dit avoir vu les yeux vers un lavabo qui se trouve en face de la cabine. Et en l'examinant, Harry aperçoit un minuscule serpent qui est gravé sur l'un des robinets. Mimi précise qu'il a jamais marché, ce lavabo. Et voilà comment 2 garçons de 12 ans, découvrent l'entrée de la Chambre des Secrets, le mystère le plus indéchiffrable de l'histoire de Poudlard, où, on le rappelle, Poudlard se succèdent les plus grands sorciers britanniques, quoi. Et en fait, comment ces 2 garçons de 12 ans parviennent à découvrir ce mystère ? Simplement en demandant à la seule victime connue, ce qu'elle a vu. Mais évidemment, il faut bien que l'histoire se fasse, donc on passera cette... je sais pas si on peut dire incohérence, mais c'est quand même un peu curieux que par exemple Dumbledore, il ait jamais demandé à Mimi Géniard. En fait, Mimi, t'es morte par le... T'as été tuée là par le monstre. T'es morte comment ?
il aurait posé cette question-là, du coup, voilà, il y aurait le pas eu problème de était la chambre résolu. des secrets. Ouais. Après, bon, des fois, les plus grandes évidences sont parfois les plus difficiles à découvrir. Enfin, on pense pas forcément à ce qui est le plus évident, c'est ça que je veux dire. Mais on va voir dans la volière, il y a un auditeur qui a posé une question aussi, un peu dans son sens-là. Pourquoi un personnage n'a pas fait ça? Sinon, il y aurait plus d'histoire si le personnage avait fait ça. Je sais pas si tu t'en souviens. Non, je m'en souviens pas, mais On verra tout va à voir l'heure. tout à l'heure. Et c'est vrai que je pense que faudrait peut-être y prendre du recul, mais j'ai l'impression quand même que La Chambre des Secrets est le tome où il y a le plus de plot holes, en tout cas où si on creuse un petit peu, c'est très curieux. Enfin, il y a plein d'éléments sur lesquels on pourrait revenir et remettre en question. Il y a beaucoup de choses qui servent l'histoire, j'ai l'impression, dans La Chambre des Secrets. C'est aussi le petit défaut, le petit reproche que moi je pourrais en faire, ce qui fait que c'est pas mon préféré, quoi, tout simplement. Après, on doit pas quand même oublier que Harry Potter, c'est un livre jeunesse. Surtout les 2 premiers. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors tu t'arrêtes maintenant. Non, ça me fait penser aussi sur le côté trou dans la narration. On avait parlé de la plomberie. Comment un basilic peut se promener dans la plomberie alors que la Chambre des Secrets a été créée au Moyen-Âge, quand il n'y avait pas de plomberie à Poudlard. Et J.K. Rowling a répondu à ça à travers un article sur Feu Pottermore. C'est passionnant parce qu'elle a inventé tout un stratagème pour, je pense, pallier à quelque chose auquel elle n'avait pas du tout pensé, quoi. Donc, bon, c'est un exemple parmi d'autres dans la Chambre des Secrets. Vous avez pas le tout à l'ego au Moyen-Âge. Sous les conseils de Ron, Harry, il essaye de parler fourche-langue. La première fois, c'est un échec, puis la seconde fois, il parvient à imaginer que les serpents gravés est bien vivant, et lorsqu'il dit « ouvre-toi », c'est en fait un sifflement qui sort de sa bouche. À ce moment-là, le robinet se met à tourner, puis le lavabo disparaît en laissant la place à un tuyau assez large pour s'y engouffrer. Pour sauver Ginny, Harry et Ron n'ont aucune hésitation, mais au moment d'y aller, Lockhart, lui, il cherche à fuir. Et bah tant pis pour lui, c'est lui qui va y aller en premier. Ron pousse Lockhart avant que lui et Harry s'y glissent à leur tour. Alors dans le film, c'est pire encore, parce que avant d'y aller, ils attendent de voir si Lockhart meurt, en fait. Ouais, ils sont vachement sensibles dans le livre. Dans le livre, quand même, en fait, c'est Lockhart qui va en premier, mais ils le suivent et ils attendent pas de savoir s'il répond et s'il est mort, quoi. Est-ce que t'aurais sauté dans le gros tuyau pour me sauver? Oui. Bah moi non, c'est dommage pour toi. Mais le simple fait que tu poses la question, ça répond, tu vois, à ta place. Non, je plaisante bien sûr. Enfin, je sais pas. Faut voir confronté à la situation. Enfin, peut-être. Après une longue glissade dans les profondeurs de Poudlard, Harry finit par tomber sur un sol humide qui ouvre sur un tunnel. Une fois qu'il atterrit à son tour, Ron suggère qu'ils sont peut-être sous le lac, vu les parois couvertes de vases. Harry allume sa baguette d'un lumos et tous trois s'aventurent dans le tunnel plongé dans le noir. Il leur rappelle de fermer les yeux si jamais ils entendent quelque chose bouger. Le sol est jonché de plein d'eau, de petits animaux. Après une lente progression, ils s'arrêtent en observant une chose énorme au loin qui reste immobile. Les yeux entrouverts et le cœur battant, Harry s'approche. Il s'agit en fait d'une immense peau de serpent qui a mué. À la vue de la peau de serpent, Gilderoy tombe dans les pommes. Ron demande à Gilderoy de se relever, mais soudain, Lockhart se jette sur lui en lui subtilisant sa baguette. Victorieux, Lockhart dit aux deux garçons que c'est fini, qu'il va ramener un morceau de la peau de serpent comme preuve de son exploit, en annonçant que malheureusement, il n'a pas pu sauver la fille. Et que Harry et Ron ont, je cite, tragiquement perdu l'esprit à la vue de son corps mutilé. C'est bien parce que c'est comme s'il écrivait déjà son livre, en fait. Lockhart jette un oubliette, mais la baguette de Ron, évidemment, lui explose dans la main parce qu'elle est défectueuse. Des morceaux de pierre s'effondrent et Harry fuit à toute vitesse pour éviter d'être enseveli, avant de se retrouver devant un mur de pierre. En répondant aux appels de Harry, Ron lui dit qu'il va bien. Par contre, il ajoute, pour citer le texte encore, « L'autre idiot en a pris un coup ». Après s'être rassuré que Lockhart est toujours vivant, en le frappant, évidemment, Ron lui demande ce qu'ils vont faire, Harry et lui, parce que lui, il est maintenant bloqué du mauvais côté. En voyant le tunnel prêt à s'effondrer et le temps que ça leur prendrait de libérer un passage, Harry décide de continuer l'aventure seul pour sauver Ginny à tout prix. Bon là, clairement, on voit bien une nouvelle fois en fait un nouveau tour de pirouette de la part de Rowling pour que Harry finisse seul
pour le duel final. Et justement, quand je parlais un peu des éléments de correspondance entre le premier et le deuxième, là on en a un, je trouve. C'est-à-dire que dans le premier, c'était les épreuves de la pierre qui faisaient que Harry se retrouvait seul. Et ici, c'est le tunnel qui s'effondre. C'est un peu une mécanique que le troisième tome va venir plus ou moins rompre. Je dis plus ou moins parce que à la fin de chaque tome, Harry il finit toujours par prendre une décision seul ou à faire un combat seul, tu vois. Ça va être lancer le Patronus dans le 3 ou affronter Voldemort, Rogue, etc. Mais là, je trouve que dans le 1 et le 2, c'est une espèce de Deus ex machina, comme on dit, qui vraiment, c'est les éléments qui font que Harry, il est contraint de faire le duel seul. C'est là où je trouve que le troisième va faire du bien et va éviter cet effet de répétition, peut-être. Ron, d'un ton qu'il essaie de rendre le plus normal possible, lui dit qu'il va essayer de libérer un passage en attendant. La séparation entre Harry et Ron est délicate et difficile, mais Harry, il est bien décidé. Il continue de poursuivre son chemin dans le tunnel tortueux, jusqu'à ce que les bruits de roches provoqués par Ron s'estompent. Après un dernier virage, Harry se retrouve devant un mur sur lequel sont gravés 2 serpents. Du fait que leurs yeux soient en émeraude, il est plus facile pour lui d'imaginer que ceux-là sont bien réels. Alors une nouvelle fois, Harry utilise le fourche-langue pour demander l'ouverture. En se séparant, les 2 serpents emmènent avec eux les 2 pans de mur et ouvrent un passage. Harry, effrayé mais déterminé, franchit alors le passage de la chambre des secrets. Tan, tan, tan. Et tu viens de complètement rater mon ton mystérieux et obscur. Marina, à ton service pour casser tous tes tons mystérieux. Merci beaucoup Jérémy pour ton résumé de ce chapitre 16. Merci Marina, même si tu as complètement fait foirer ma conclusion. Et maintenant, on passe à ma chronique préférée, renomme chapitre. Alors, toujours pas de jingle pour cette nouvelle saison. C'est du fait maison. Il n'y en aura jamais. Alors Jérémy, comment as-tu renommé ce chapitre ? C'est pas très sérieux, je te préviens tout de suite. J'ai 2 propositions. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 16, le titre du livre. C'est le titre du chapitre, c'est le titre du livre. Je vois si t'as compris, mais tu veux me taper un blanc. Ok. Si t'as compris. C'est un peu méta, tu vois, genre on appelle ça. Oui, le titre du livre et du coup le titre du livre. Ouais. Oui, c'est méta, j'ai voulu donner une. Sinon, j'ai une autre bêtise. Et là, il faut avoir la ref. Je pense que tu vas l'avoir, mais je suis pas sûr que tous les auditeurs l'aient. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 16. Je vais vous demander de suivre Hermione et la vérité est au bout du tunnel. T'as la ref ou pas ? Bah oui, c'est la vérité, il y a que la vérité qui compte. Je vais vous demander de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Les téléspectateurs des années 2000, début 2000, nous comprendrons. Non, bah voilà, si vous voyez pas de quoi on parle, si vous connaissiez pas ou si vous êtes trop jeune, tapez Sam, vérité, couloir. Vous allez comprendre. Ouais, sur Facebook Watch, ils sont en train de tout se faire passer. Que de bons souvenirs. La télé des ouais, sur Facebook Watch, ça spam de ouf. Comment ? Ça spam de ouf sur Facebook Watch en ce moment avec cette émission. Alors moi aussi, c'est une ref. Et c'est télévisuel aussi. Mais je sais pas si tu vas la voir. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 16. Harry, les bons tuyaux. T'as la ref ? Non, j'ai pas la ref, mais c'est une expression. C'est quand même drôle sur la ref. Ça vient de Starkey Hutch. Ah. C'était Huggy, les bons tuyaux. Mais genre Starkey Hutch, la série des années 70. Bon, on vous promet, il y aura des titres de chapitres un peu plus sérieux quand même. Millennials. Ou les plus jeunes d'entre vous comprendront aussi. Oui, c'est ça. Et quel est le meilleur personnage pour toi dans ce chapitre ? Eh ben, j'ai pas mal réfléchi. Et finalement, comme je réfléchissais beaucoup, je me suis dit, mais attends. Ah bon ? Ça t'arrive ? Ouais, ça m'arrive. Mais attends, est-ce que le meilleur personnage dans le chapitre, c'est pas Harry ? Tout simplement. C'est vrai que comme c'est le héros, je veux dire, on n'y pense pas. Ouais, tu fais encore un truc super méta. Ah non, mais juste, Harry, en fait, il est hyper courageux. Je l'admire pour sa détermination dans le chapitre aussi.
Enfin, je veux dire, il prend toutes les initiatives. C'est lui qui va vérifier la peau de serpent en fermant les yeux. C'est Ron qui propose d'aller voir Lockhart, mais c'est Harry qui piège Lockhart avec sa baguette et tout. Et j'aime bien le fait qu'il soit impitoyable aussi avec Lockhart. Donc, même si c'est Hermione qui a découvert le monstre, la vérité sur le monstre, c'est Harry qui tout seul fait le lien avec Mimi aussi. C'est lui qui comprend à la fin du chapitre précédent que c'est Mimi la victime, etc. Donc, je dirais Harry. Et toi ? Moi, je sais pas, j'arrivais pas à trouver. Puis j'ai pas voulu faire aussi facile que toi en disant Harry. Non, je plaisante. Non, moi, je suis partie pour Gilderoy, en fait. Parce que c'est la chute d'une icône. C'est la déception, tu vois. Tu idolâtres quelqu'un et finalement, ça s'avère être un sombre SeaWorld. Donc voilà, c'est Gilderoy, la chute d'une icône. Et je suis très déçue. Et j'ai pleuré. Et qu'on reverra plus tard dans la saga. Et si vous n'avez vu que les films, vous ne savez pas de quoi on parle. Évidemment. C'est sûr. Et maintenant, c'est à vous de prendre la parole avec la volière. On commence cette volière avec un hibou sonore de Juliette. Salut la fréquence. Comme votre épisode sur le chapitre 16 va bientôt sortir, je vous partage mon ressenti quand je l'ai relu cet été. J'ai vraiment pas compris l'attitude de Ron et Harry dans ce chapitre. Ça me paraît vraiment incompréhensible et je veux savoir un petit peu si vous avez partagé cette impression en le relisant vous aussi ou si je suis toute seule à trouver ça complètement aberrant. Alors je m'explique. Au début du chapitre, Harry et Ron apprennent 2 informations cruciales concernant la chambre des secrets grâce au petit papier d'Hermione à l'infirmerie. Ils apprennent que le monstre est un basilic et que l'entrée de la chambre se trouve dans les toilettes de Mimi Géniard. Ils décident de partager ces 2 informations au professeur. Ils vont dans la salle des profs pour leur dire. Et là, ils se retrouvent dans la penderie à écouter aux portes comme à leur habitude parce que les profs sont en plein conciliabule. Cellule de crise, Ginny a été enlevée. Et là, au lieu de sortir de la penderie et de mettre en application ce qu'ils comptaient faire, parler aux profs, partager les informations, ils ne font rien. Ils attendent que les profs se barrent et ils ne font rien. Alors que c'est justement parce que Ginny a été enlevée que les informations sont d'autant plus importantes. Raison de plus pour leur en parler. Et non. Pour eux, apparemment, c'est une raison de moins, parce qu'à la place, ils vont passer des heures apathiques dans la salle commune à ne rien faire, en compagnie des jumeaux. Et même chose ici, pourquoi est-ce qu'ils racontent pas tout à Fred et George ? Pourquoi est-ce qu'ils restent comme ça, comme d'habitude, tout seuls dans la confidence, à rien dire à personne de leur découverte ? Alors que c'est justement le moment, les gars. Ginny a été enlevée, c'est le moment où il faut dire ce que vous savez pour être plusieurs et faire front. Et quand ils se décident enfin à parler à quelqu'un, ils choisissent Lockhart. Alors qu'ils sont censés avoir compris que les profs ont mis Lockhart sur cette mission juste pour être débarrassés de lui. Ils l'ont dit texto. Et non, eux, ils foncent droit dedans. Ils vont voir Lockhart au lieu d'aller voir tous les profs comme ils le souhaitaient. Et quand ils apprennent que Lockhart est un imposteur, et qu'ils l'ont désarmé, et qu'ils le tiennent en joue, au lieu à ce moment-là d'aller voir les autres profs, non, ils restent dedans, ok, on va tous les 3 dans la chambre des secrets. Mais pourquoi ? Pourquoi vous faites pas une expédition gigantesque ? Pourquoi vous n'en parlez à personne d'autre ? Ça me dépasse. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Je suis peut-être un peu dure avec eux. C'est vrai que, comme vous le dites souvent, ce ne sont que des enfants, mais là, il avait cette idée géniale et pleine de bon sens d'aller en parler à McGonagall, à Flitwick et aux autres. Pourquoi l'avoir abandonné ? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et en tout cas, je suis très contente de vous retrouver tout bientôt. Vos podcasts m'ont manqué parce que c'est vraiment toujours un gros plaisir de vous écouter. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt. Merci Juliette pour ton long hibou sonore. Alors j'imagine que les auditeurs auront deviné que c'est de ce hibou dont on a parlé pendant le chapitre.
On a teasé. Ouais, c'est ça. Parce qu'effectivement, tu reviens sur le comportement et les décisions prises par Harry et Ron dans ce chapitre. Et pourquoi ils n'ont pas parlé aux autres professeurs que Lockhart. Pourquoi le choisir lui après un long moment. Donc bon, on en a un petit peu parlé finalement pendant le chapitre, mais comme tu dis, je pense qu'il y a le fait que ce sont des enfants, on en a un peu parlé, ils ont leur naïveté d'enfant, donc ils se doutent pas que Lockhart est un escroc total et que aucun de ses exploits n'est vrai, donc je pense que ça c'est une vraie surprise pour eux. Et je pense aussi il y a un côté un peu désespéré dans leur choix, c'est-à-dire que les garçons ils savent bien malgré ça que Lockhart il est incompétent, et même si Dumbledore est absent, bah oui il y a des profs beaucoup plus sûrs à qui se confier, mais n'empêche qu'ils ont l'idée d'en parler aux profs avant d'apprendre que Ginny est probablement morte, et donc ça crée un choc émotionnel quoi, et tu remets ça sur le fait qu'ils ont 12 ans et qu'ils agissent avec leur instinct d'enfant, et d'enfant préadolescent, et effectivement ça donne le fait qu'ils partent avec Lockhart dans la chambre des secrets quoi. Je sais pas si Marina tu veux rajouter quelque chose. Est-ce qu'ils auraient eu un comportement différent si l'élève kidnappé aurait été une élève inconnue? Est-ce qu'ils auraient foncé tête baissée sans prévenir les professeurs? Ou justement, comme tu l'as dit, ils ont abandonné toute idée de prévenir les professeurs parce que justement, c'est la sœur de Ron qui est probablement morte, et donc du coup, dans leur tête, c'est la panique totale et on peut le comprendre. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ça joue forcément le fait que ça soit Ginny, que ça soit la sœur de Ron, quoi. C'est sûr. C'est encore une fois, sinon il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire que s'ils préviennent McGonagall, s'ils préviennent Rogue, s'ils préviennent Flitwick ou n'importe quel autre prof, il n'y a plus d'histoire. Donc, mais le choc émotionnel, ça fonctionne quand même. Je veux dire, Ron, il vient d'apprendre que sa sœur est probablement morte. Et donc leur plan initial, ils l'oublient complètement. Et désespérément, ils vont aller voir Lockhart, quoi. Après, impliquer McGonagall à ce moment de l'histoire, ça aurait pu faire connaître la McGonagall badass depuis le départ, en fait. Ouais. Et nous passons au hibou de Faustine. Salut à vous deux, j'ai découvert votre podcast pendant le SeaWorld et je voulais d'abord vous remercier pour ce que vous faites. C'est vraiment génial pour ceux qui n'ont pas le courage de lire les livres, un peu comme moi. Je prends sûrement de l'avance en posant une question sur la coupe de feu, mais dans les souvenirs que j'ai du film, lors de la venue des deux autres écoles à Poudlard, Beauxbatons semble être une école de filles et Durmstrang semble être une école de garçons. Peut-être que je me trompe, mais du coup, si on est un Français étant admis à Beauxbatons ou dans l'école géographiquement la plus proche. Alors merci Faustine pour ton hibou. Alors si t'as pas trop le courage de lire les livres, tu peux peut-être essayer d'appréhender la lecture par les éditions illustrées. Mina Lima ou Jim Kay, ça peut peut-être plus t'immerger dans l'histoire d'Harry Potter. Ça peut être à tenter. Et pour ce qui est de Beauxbatons, sauf erreur de ma part, en fait, c'est une invention des films. C'est pas une école de garçons, c'est une école mixte. Beauxbatons, tout simplement. Et Durmstrang aussi, d'ailleurs. Et Durmstrang aussi. C'est une invention scandaleuse du 4e film. Je sais pas pourquoi français les filles et russes ou serbes ou je ne sais quoi garçons. On sait pas d'ailleurs, ouais. Europe de l'Est, ouais. Ouais, on en a déjà parlé, mais effectivement, c'est une invention pure et simple des films, d'avoir genré les deux écoles étrangères. Il n'y a aucune explication à ça, parce que toutes les écoles sont mixtes, en fait, hein, dans Harry Potter, en tout cas dans les livres. Puis je rajouterais peut-être, pour Faustine, il y a les livres audio aussi. Oui, exact. Je sais que ça aide certaines personnes qui n'ont pas forcément le goût de la lecture. Donc pourquoi pas, Faustine. Et tu apprendras plein de nouvelles choses sur l'univers, comme par exemple le fait que toutes les écoles sont mixtes en réalité. Un prochain hibou de Mao. Pourquoi Voldemort n'a jamais fait Axio-Lunettes de Harry Potter ? Comme ça, Harry, il ne voit plus rien. Et Voldemort emporte une arme moldue. Il a vraiment la volonté de voir Harry Potter dead. Voldemort emporte une arme moldue et tue Harry. J'espère que vous allez pouvoir répondre à ma question, et si vous n'y arrivez pas, je serai trop fier d'avoir réussi à vous mettre une colle. Alors Mao, je pense que si Harry Potter s'était terminé comme ça, je pense pas qu'il y aurait eu autant de fans qu'aujourd'hui, et je suis pas sûr qu'on en aurait fait un podcast. Et autant de livres aussi. Ouais, je suis pas sûr. Après,
pour la question de l'arme moldue, je crois que dans un précédent podcast, on avait parlé en fait de ce sujet et on s'est arrêté sur l'idée que pour Voldemort, ça serait vraiment s'abaisser à faire une telle chose en fait. Il déteste le monde des moldus, il déteste les moldus et se servir d'une arme moldue, ça serait vraiment s'abaisser et à faire preuve d'une grande faiblesse. Donc ça déjà, c'est pas probable. Et Axio Lunette, ouais. T'imagines la scène, quoi. Ah, je vois plus rien. Pam, pam, pam. Non, mais c'est vrai que sur les armes moldues, c'est intéressant, néanmoins, parce que, effectivement, les sorciers, ils ignorent tellement tout des moldus. Ils ignorent les moldus, en fait. Ils soupçonnent pas forcément la dangerosité de leurs armes. Et quand on y réfléchit, ça aurait épargné plein de problèmes à Voldemort, en fait, d'avoir une arme moldue. Ce qu'on va peut-être voir dans les Animaux Fantastiques et avec la guerre mondiale. Exactement. Moi, j'ai hyper hâte de voir dans les Animaux Fantastiques comment ça va se développer. Parce que ça peut proposer une autre vision, en fait, avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, la menace de l'arme nucléaire. Et ouais, complètement, ça c'est vrai. Ouais, effectivement, si Voldemort, il avait eu un fusil, je veux dire, il a plein de problèmes avec sa baguette magique, quoi. T'imagines, en fait, les duels entre Harry Potter et Voldemort, ça aurait été un duel... Mais je crois que j'avais déjà fait cette blague, il faut que je me renouvelle. Mais un duel à l'époque victorienne avec le gant qui se frappe avec le gant et il y a tout un rituel avec l'arme. J'étais plus sur le western, moi, tu vois. Ah non. Hâte-vous ta musique bizarre. Sergio Leone. Et nous passons au hibou sonore de Naïma. Salut la fréquence, du coup je m'appelle Naïma et je vous ai découvert par le podcast et comme je pouvais plus m'arrêter, j'ai enchaîné sur fréquence 9/3/4 et là moi ça m'a donné envie en fait de lire, de relire les livres parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait 2 que j'avais pas lus, enfin pas lus plutôt, même si j'ai beaucoup vu les films. Et question que je me pose, qu'est-ce que ça aurait fait si on avait jeté un Avada Kedavra sur Voldemort alors qu'on n'avait pas détruit les Horcruxes? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, qui a été un débat avec un ami, et comme moi, j'ai pas encore relu le 2 et le 3, je ne savais pas répondre, et peut-être que vous allez le dire bientôt dans les épisodes concernant la Chambre des Secrets. Est-ce que Voldemort, il sent quand on détruit les Horcruxes? On n'était pas d'accord sur le fait qu'il sente ou pas. Moi, je pensais que oui, parce qu'on le voit quand même un peu souffrir quand ils détruisent le journal. Mais du coup, c'est une grande question que je me pose depuis plusieurs jours. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est vraiment chouette et j'ai hâte que vous repreniez les épisodes de Fréquence. Bye. Merci Naïma pour ce hibou sonore. Bon alors, pour vous raconter actuellement ce qui se passe, on arrive à la fin de l'épisode. Il est un peu tard dans la soirée. Et notre chat décide de faire son quart d'heure de folie, donc si vous entendez des bruits bizarres, c'est ça. Et là, il n'y a pas de moyen de la faire arrêter, sinon elle va miauler pendant des heures si on l'enferme quelque part. Donc on va faire comme si rien ne se passait, on va essayer de tenter de conclure l'émission. Alors désolé d'avance pour le bruit. Alors qu'est-ce qui s'était passé si on avait lancé un Avada à Voldemort alors qu'il possède toujours ses Horcruxes? Eh ben, je pense qu'il se serait rien passé en fait, parce que son âme est divisée en 2. Enfin, son corps mortel aurait disparu, mais son âme survit, tout simplement. Ça aurait fait comme comme dans le premier tome, en fait. Ça serait une chose sans matière, entre la vie et la mort, un peu dans les limbes, qui circule. C'est juste son enveloppe corporelle, en fait, qui est dégradée, parce que dans Harry Potter, il y a la notion de l'âme, en fait, et de la survivance de l'âme. Donc, il serait à l'état du premier tome, en fait. Ouais, c'est ça, c'est qu'il lui est arrivé exactement cette chose à Voldemort. En essayant de tuer Harry. Donc en fait, on sait ce que ça ferait parce que c'est ce qui lui est arrivé, comme tu l'as bien décrit. Et alors, est-ce qu'il sent les Horcruxes qui sont détruits? Moi, je pense que oui, ça le fait souffrir parce que c'est son âme qui est morcelée et il perd un morceau d'âme, donc je pense que ça peut pas se faire sans souffrance. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors pour moi, ça c'est... En anglais, on dirait c'est un movieism pour moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est les films qui... Les films ont induit cette idée, mais dans les livres, pour moi, Voldemort ne sent pas quand ses Horcruxes sont attaqués, voire détruits. C'est vraiment quelque chose que les films ont apporté. Mais après, comment tu peux ne pas sentir un morceau d'âme qui est détruit, en fait?
Bah, Tout c'est une dépend bonne question, mais comment après, tu penses. comme c'est de la magie noire, bah, tu vois, ça brise toutes les lois, en fait, qui puissent exister, en fait. Mais dans les films, en fait, ouais, il y a une connexion sensorielle entre Voldemort, Harry, donc ça, c'est le cas du livre aussi, et les Horcruxes. C'est-à-dire que même Harry, en fait, quand il s'approche d'un Horcrux, il y a un effet sonore, il entend, je sais pas, par exemple, la scène quand ils sont dans le coffre-fort de Bellatrix, il entend que la coupe est pas loin, il y a une espèce de sifflement hyper aigu, et sensoriellement, il peut savoir s'il est proche d'un Horcrux. Dans les livres, pas du tout. Dans les livres, Harry ne ressent rien, et Voldemort, il ne ressent rien non plus quand on détruit ses Horcruxes. Et moi, j'aime plutôt bien cette idée des films, d'ailleurs, j'aurais bien aimé que ce soit dans les livres, parce que quelque part, comme tu dis, ça a une logique, en fait. Après, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que pour le coup, c'est un ajout utile de la part des films. Après, Ouais. ça dépend comment tu considères l'âme. Mais je trouve ça tellement logique d'avoir une connexion avec son âme et du coup, en plus de l'avoir morcelé en 7 morceaux, mais en plus de ressentir quand un morceau d'âme disparaît, c'est plus logique en fait que de ne rien ressentir. Ouais, et puis la connexion qui existe entre Voldemort et Harry, elle existe aussi avec ses autres Horcruxes, quoi. Après, je pense que J.K. Rowling l'a pas fait, peut-être parce qu'elle avait peur que ça soit trop évident dès le départ. Et que Voldemort cherche trop vite, enfin que Voldemort sache trop tôt que Harry est après ses Horcruxes. Alors qu'il faut que ça arrive le plus tard possible quand même, Ouais. parce que sinon c'est un peu compliqué pour Voldemort de faire du surplace. Donc, je sais pas, je pense que c'est l'hypothèse que je reviendrai. Mais par contre, c'est vrai que moi j'aime plutôt bien cette idée des films. Et puis en termes de cinéma, en plus, c'est intéressant. Il y a un côté audiovisuel qui se passe, et c'est surtout en termes de son que c'est travaillé. Donc ça marche super dans un film. Ah oui, aussi, Naïma elle nous a précisé que Abel Fort fait bien mention de Sirius à propos du miroir dans le dernier film. Donc merci pour cette précision, on était passé à côté. Eratum. Eratum. Un hibou de Inès. En septembre, j'ai relu HP5 et j'étais étonné car le livre disait que la goule du 12 Square Grimoire avait été toute seule pendant 10 ans. Et je me suis demandé de quoi elle pouvait bien se nourrir pour vivre aussi longtemps toute seule. C'est une question bizarre, je sais. Merci Inès. Alors, il n'y a pas de question bizarre, hein, franchement, dans la volière à fréquence 9.3. On a vu pire et on verra encore pire. Nous-mêmes, quand même, on a débattu pendant 10 minutes sur le tout à l'égout à Poudlard et les canalisations. Donc, à partir de ce moment-là... Je veux dire, la bizarrerie dans la volière, c'est la norme. On va dire ça. Alors, dans les Animaux Fantastiques, le livre de Norbert Dragono, justement, Dragono, il explique que les ghouls se nourrissent d'araignées et de papillons de nuit dans les greniers ou les granges que les ghouls occupent. Donc, ça répond à ta question. La goule c'est nourrie de papillons de nuit et d'araignées. Et autre aussi. Elle se nourrit de papillons de lumière sous les projecteurs. Tu me juges? Je laisse les auditeurs faire quelques petites secondes de silence avec moi. Et j'ai réussi mon coup si jamais les auditeurs ont cette magnifique chanson dans leur tête pour la prochaine heure qui va arriver. C'était Cindy Sander. Est-ce que de façon générationnelle, si tu connais Cindy Sander, tu connais Sam et la vérité qui est au bout du couloir? Bah ouais, je pense. Attends, c'était dans quelle émission Cindy Sander? Cindy Sander, c'est plus récent quand même. Mais non, c'était pas la Nouvelle Star ou un truc comme ça, c'est la même époque, non? Ouais, je crois que Nouvelle Star, ouais. Je crois qu'on se fait vieux pour certaines générations. Le problème, c'est qu'on se souvient plus. La mémoire flanche. On se souvient de la saison 1 de la Star Academy quand même. Jennifer. Jean-Pascal. On a connu Jean-Pascal quand il essayait d'être chanteur et pas quand il était acteur d'une série sur TF1. Vous écoutez Fréquence 9.3, un podcast Harry Potter 100% Potterhead. Un podcast année 2000 télévisuel. On peut pas cacher son âge. Hein. Non, oh, ça va, on est encore jeune. Et nous passons à hibou de Pauline. Salut la fréquence, j'avais une question. Est-ce que les élèves peuvent réellement changer de maison? Je ne pense pas qu'ils puissent changer de maison. Ils peuvent éventuellement faire une petite négociation avec le choix-pot au moment de la répartition, mais changer de maison, non, je pense pas. Après, en soi, c'est pas une fatalité de faire partir d'une maison alors que tu te sens pas... quoique, si ça peut être une fatalité, parce que si au final le choix-pot, normalement il se trompe pas, mais s'il se trompe et que tu te retrouves au milieu de Serpentard, ouais, mais ça revient à dire, je raisonne en direct, hein, désolé.
Si tu te sens pas, si tu fites pas avec les Serpentards, mais après, si on part du principe qu'ils sont tous mauvais, mais en fait, ils sont pas tous mauvais. En fait, t'as pas besoin de moi, en fait, tu te crées un dialogue. Bienvenue dans le cerveau de Marina. Non, je pense pas. Après, tu peux te sentir un peu isolé dans ta propre maison, mais bon, ça c'est un peu partout dans les collèges et dans les lycées, alors qu'il n'y a pas de répartition dans les maisons. Voilà, c'est la fin de ma réflexion avec moi-même. Est-ce que tu peux demander au CPE de Poudlard d'être dans la même maison que ta meilleure copine ou pas? Ah oui. Non, moi je pense pas non plus. Si, je crois qu'il faut écrire un hibou recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la rentrée scolaire. C'est le mieux. Comme ça, le Choixpeau, il a le temps de se répartir, de réfléchir à la répartition, etc. Mais non, je pense pas non plus que ça soit possible parce que y a aucun exemple de ce type. Et puis comme tu dis, effectivement, le Choixpeau, il laisse le choix de toute façon. Après, on peut se dire, d'accord, mais est-ce que à 10-11 ans, est-ce que t'es sûr de ce que tu veux? C'est un peu le contre-argument qu'on pourrait dire. Est-ce que pendant ta scolarité à Poudlard, est-ce que tu peux changer d'affinité et changer de personne un peu, de goût, d'aspiration, et est-ce que tu peux évoluer vers une autre maison au fur et à mesure de ta scolarité? Je pense que c'est possible. Après, être une maison, enfin, c'est aussi accepter la maison dans laquelle on est aussi. C'est quelque chose de très britannique, l'esprit d'équipe, etc. Donc, je pense que c'est plus ça l'esprit, plutôt que tu corresponds forcément à une maison et si tu corresponds plus à cette maison, il faut que tu changes de maison. Non, c'est aussi vivre en communauté en fait. Et une fois que une communauté t'accepte et que tu l'acceptes, et en fait c'est un contrat sur 4 ans quoi. Encore faut-il qu'elle 4 ans, qu'est-ce que je raconte, sur 7 ans. Pardon ? Encore faut-il qu'elle t'accepte et que tu l'acceptes. Ouais. Après voilà, peut-être que ça peut mal se passer. Après, je pense que si ça se passe mal, c'est plus parce que t'as des mauvaises fréquentations plutôt que parce que t'es dans la mauvaise maison. Moi, je suis pas sûre de ça. En tout cas, il n'y a pas d'exemple dans Harry Potter d'un élève qui se sentirait mal. Mais par contre, encore une fois, c'est une matière à fiction hyper intéressante, quoi. Et allez, on conclut cette volière avec un dernier hibou sonore, celui de Sarah. Un hibou généreux, même si on a un petit peu coupé cette fois. Coucou Marina et Jérémy, je voulais juste vous faire un petit message, j'ai pas de questions particulières. C'était juste pour vous dire que j'adore votre podcast, en plus je me reconnais vachement dans vos... Enfin j'ai fait du droit aussi, du coup je comprends un petit peu vos petites blagues sur les profs de droit et tout parfois. Et je suis enfin presque à jour sur tous les podcasts et j'en suis à la partie où vous parlez de la pièce de théâtre Harry Potter et je voulais juste vous dire de ne vraiment pas hésiter à y aller. C'est ni une perte de temps ni une perte d'argent. Comme vous, quand j'ai lu L'Enfant Maudit, je l'ai foutu dans un carton après l'avoir lu. Je n'y ai plus jamais touché. Je l'ai pas mis sur mon étagère Harry Potter, rien. J'ai voulu l'oublier. Et j'ai entendu tellement de bonnes choses de la pièce que j'ai voulu aller le voir. Et juste, c'est incroyable. Déjà, moi, j'avais oublié comme toi, Marina, j'avais oublié l'histoire. Je savais juste que j'avais détesté, que j'avais trouvé que les personnages de McGonagall et Ron avaient été complètement dénaturés. Enfin, McGonagall perdait tout son côté autoritaire qu'on aime bien. Ron passait pour le bouffon de service. Enfin, bon, vraiment, j'avais détesté. Et sur scène, c'est juste incroyable. En fait, tout le côté théâtre rentre en jeu et t'oublies carrément que t'oublies carrément tout ce à quoi tu tiens absolument parce que c'était les romans Harry Potter, etc. T'as complètement un œil nouveau et les effets spéciaux sont incroyables. Enfin, vraiment, à la fin, j'ai pleuré parce que j'étais triste que ce soit fini et j'ai pleuré parce que t'as vraiment des moments émouvants. Bref, je viens de passer 3 minutes à essayer de vous convaincre d'y aller, mais franchement, c'est pas du tout un message pour apparaître dans la volière et tout. Enfin, si vous voulez, ok, mais bon, c'est un message de 3 minutes et c'est pas une question. Enfin, ça s'adresse vraiment à vous, de fan à fan. Franchement, allez-y, mais n'hésitez pas une seule seconde. C'est impossible que vous n'aimiez pas. Impossible. Et vous aurez complètement un autre regard après sur L'Enfant Maudit. J'ai vraiment envie que vous y alliez parce que je vous adore, j'adore votre podcast et je veux qu'il vous arrive des bonnes choses. Donc après le coronavirus, pour fêter ça,
allez à Londres et allez voir cette pièce. C'est génial. Et voilà. Et sinon, je me demandais aussi si vous aviez reçu, commandé les livres, le tome 1 d'Harry Potter édité par Mina Lima. Moi, oui, et il est vraiment canon. Donc, je me demandais si vous l'aviez reçu, ce que vous en aviez pensé, etc. Et sinon, je suis super contente que vous soyez de retour. Et voilà. Mais je vais arrêter de parler. Ça fait déjà 4 messages audio, donc je vais arrêter. Bon courage, continuez. Je vous embrasse et hâte de vous écouter pour la suite des podcasts. Gros bisous. Merci beaucoup, Sarah, pour ton hibou sonore qu'on a finalement diffusé dans la volière, tu vois. On a coupé une petite partie, mais on te diffuse parce que on l'a beaucoup aimé. Bien sûr, on a coupé la partie où tu nous as dit que tu nous détestais et que... Non, j'ai coupé la partie où t'as dit que tu me préférais à Marina parce que c'était un petit peu gênant, voilà. Mais non, en tout cas, merci pour ton témoignage. C'est toujours intéressant d'avoir le ressenti des fans qui ont pu aller voir la pièce, ce qui n'est pas notre cas. Hein. C'est-à-dire forcément, on a lu le livre, mais on n'a pas pu aller voir la pièce encore. Malheureusement, moi, j'ai plus envie de la voir que Marina. Moi, j'ai vraiment envie de la voir. Marina, elle est un peu plus à convaincre, sans doute. Alors, à convaincre, ça dépend parce que, en fait, avant tout ça, on avait prévu de partir 4-5 jours à Londres. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais visité Londres, et c'est vrai que sur un séjour de 4-5 jours, une journée entière de prise pour une pièce de théâtre, avec un prix assez conséquent, c'est vrai que c'est à réfléchir en fait, parce que ça écourte beaucoup ton séjour de découverte de la ville, et en plus si on faisait les studios. Après, c'est sûr que si on rallonge notre séjour de 1 semaine et demie, 2 semaines, ça peut rentrer carrément dans le budget et tu sais dans le temps imparti pour visiter Londres. Mais c'est vrai que quand on fait un séjour assez court, c'est peut-être dommage. J'ai certes envie de découvrir Harry Potter à Londres, mais aussi de visiter la ville en elle-même. Mais après, si on fait les studios, donc ça fait 1 journée. On fait Cursed Child, ça fait 1 journée. Il te reste 2 jours si t'es 4 jours. Il reste du temps. Hein. Non, mais ça, c'est clair que quand tout sera revenu à la normale, c'est quelque chose qu'on va vraiment faire. Hein. Non, mais en fait, c'est vrai que la pièce peut pas enlever le fait qu'on n'aime pas le script. Mais justement, je pense que le spectacle est assez bien fait pour qu'on oublie un peu la narration et qu'on se laisse porter par le spectacle plus que par l'histoire en elle-même. C'est ça. Et moi, j'ai beaucoup envie de la voir, même si je suis pas forcément un spectateur de théâtre à la base. Voilà, je l'avoue, c'est pas quelque chose qui m'attire. Je vais être beaucoup plus cinéma que théâtre. Mais là, pour le coup, pour avoir vu quelques images, etc., pour avoir lu le livre et voir ce qui se passe des fois dans l'action, tu te dis mais comment ils ont fait ça, et que les gens sont hyper émerveillés, et effectivement, j'ai envie d'aller la voir. Et est-ce que Sarah t'a convaincu un petit peu quand même ? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais oui, elle en parle tellement avec passion que ça donne envie de le voir. Mais c'est juste, oui, un problème de temps, et puis c'est un budget assez conséquent. Mais c'est vrai que si on fait un long séjour en Angleterre, pourquoi pas le caser, c'est vrai. C'est vrai que on avait regardé les prix et on ne voulait pas forcément y aller pour mettre dans les places les moins chères, parce que t'es vraiment très haut. Ouais. Dans les balcons. Voilà, c'était aussi un choix qu'on avait fait, c'est que si on y allait, on prenait des bons sièges. Et là, tout de suite, le prix s'envole sur les 2 parties. Parce qu'à savoir que Londres, c'est une ville qui est très très chère quand même à visiter. Ouais. C'est surtout pour se loger. C'est incroyable. Le transport, ça va, mais le logement en Angleterre, à Londres, c'est une ville assez chère à visiter. Donc c'est sûr que c'est à réfléchir. C'est vrai que pour moi, la priorité, c'est les studios. Parce que j'ai vraiment hâte d'aller les voir. En plus, toi, tu les as vus. Tu étais au studio il y a quelques années, mais il y a quelques compléments qui se sont ajoutés depuis le temps, donc ça va être une redécouverte aussi pour toi. Poudlard Express, La Foire Interdite, Gringotts, tout ça y était pas. Il y a beaucoup d'ajouts. Hein, après, on verra pour l'instant, voilà. Mais ça sera dans quelques temps d'actualité, on espère. Et sinon, la dernière question qui était posée par Sarah, c'est est-ce qu'on a le tome 1 de Mina Lima ? Eh bien oui, depuis peu. Et on l'a partagé sur les réseaux. Et il est absolument magnifique. On rejoint la vie un peu de tous les fans. C'est vrai qu'il est exceptionnel. Il est vraiment fou.
Et on l'a un peu feuilleté, mais c'est vrai que moi j'étais genre n'en montre pas trop parce que je veux le découvrir petit à petit. Il y a tellement plein de surprises, c'est incroyable, c'est un peu pop-up. Il y a des pièces qui peuvent se détacher. Enfin c'est génial. Et comme tu disais, ça se détache vraiment des films en fait. Et c'est ça qui est super. En fait, c'est une redécouverte du monde d'Harry Potter avec plein de petites surprises et chaque page est illustrée. C'est vraiment magique. Donc je pense que je vais commencer une relecture avec Minalima pour découvrir au fil des pages les surprises qui nous ont prévues. C'est vrai qu'il y a 2 bonnes surprises, c'est que ça s'éloigne suffisamment des films, ce qui était un petit peu à craindre parce que comme c'est les designers des films, on pourrait se dire bon bah ça va être des visuels des films et ça va s'arrêter là. Et non, en fait ça s'éloigne quand même, c'est dans un univers cohérent, mais ça s'éloigne quelque peu. Et puis ça s'éloigne aussi surtout de Jim Kay, qui est l'édition illustrée qui est encore en cours. Le prochain à sortir sera l'Ordre du Phénix. Et c'est vrai que quand on a eu l'annonce de Minalima, on se dit oh, mais pourquoi lancer déjà une nouvelle version illustrée alors que celle de Jim Kay est pas terminée. C'est parce que vraiment c'est 2 formats complètement différents. Déjà dans le format physique, c'est un livre qui est plus petit, celui-là de Minalima, alors que les livres de Jim Kay sont des très beaux livres, des très très grands et très beaux livres. Et vraiment, pour les enfants, pour les adultes, vraiment c'est un bel objet de collection. Et si vous l'avez pas, franchement, mettez-y le prix parce que ça vaut le coup. Et d'ailleurs, je trouve pas franchement si cher que ça par rapport au produit que c'est. Mmh. Il aurait pu être plus cher que je l'aurais acheté sans broncher. Ouais, c'est vrai. Et puis il est gravé sur le devant aussi. C'est vrai il est très beau et les pages sont de qualité. Enfin, c'est un produit vraiment de qualité. C'est marrant parce que vous pouvez pas le voir forcément, on est dans notre nouveau studio, donc on enregistre à côté de notre armoire Harry Potter et du coup là on parle et on se regarde pas mais on regarde le livre qui est juste en face de nous en fait, qui est là ouais franchement il est super beau. Eh bien je crois que c'était le dernier hibou de cet épisode. Il est temps de vous remercier tous pour vos hiboux et votre fidélité malgré notre longue pause. Et comme d'habitude, on ne peut pas forcément garder tous vos hiboux, mais on tient à citer notamment Héloïsa pour la recommandation film, Marion avec son petit chat trop chou, Jordan, un graphiste qui a fait un dessin de Harry pendant qu'il nous écoutait et qu'on a partagé sur les réseaux aux couleurs automnales, pareil pour Louis qui dessine en nous écoutant, ou encore Luc pour ses réflexions sur le métier de dentiste et la carte du maraudeur. Merci aussi à Cynthia qui s'est lancée à son tour dans le podcast avec une émission de type True Crime qui s'appelle Empoisonné. Donc on fait la petite pub, chose promise, chose due. Merci aussi à Guillaume qui nous a rejoint sur le jeu des casse-têtes récemment. Bienvenue à toi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, mais je dis ça, mais je crois qu'on est full. Je crois que c'est 30 membres maximum. Ouais, je crois qu'il en reste plus beaucoup de place. Ou je crois qu'on est 30. Ok. Mais vous pouvez créer un deuxième groupe fréquence de 3/4. Merci à Evelyne qui nous a découvert récemment, à Sandrine, à Rennes qui nous a remonté l'info concernant l'ancien site du podcast. D'ailleurs, ouais, j'en profite pour le dire, mais n'allez pas sur podcast.com. Enfin, si vous écoutez les émissions et que vous entendez podcast.com, sachez qu'on a arrêté de payer pour le site internet et qu'il a été racheté pour de la vente de produits stupéfiants. De la pelouse. Donc c'est ce qui arrive quand on arrête de payer pour un site, on se le fait racheter et des fois par des gens qui n'ont pas forcément que des bonnes intentions. Donc voilà, merci Rennes, mais effectivement on était au courant. N'allez pas sur podcast.com, n'y allez pas. Enfin... Non, on n'a pas, c'est pas nos produits dérivés fréquence 9.4. Non, c'est pas nous. Enfin, merci à Leylan qu'on a fait flipper avec la voix du basilic dans le chapitre 8. Désolé de t'avoir fait peur, Leylan. Et si vous souhaitez nous poser une question ou partager une de vos réflexions sur Harry Potter, n'hésitez pas à nous envoyer votre hibou en message privé sur nos réseaux moldus, Facebook, Twitter ou Instagram, ou encore par mail à l'adresse qui est affichée en description. On aime beaucoup recevoir vos hiboux sonores aussi, donc si ça vous dit, on vous encourage à vous enregistrer avec votre portable par exemple, et on partagera votre vocal avec plaisir comme on l'a fait avec Juliette, Naïma et Sarah sur cet épisode. Si vous aimez notre émission et que vous souhaitez nous soutenir, il y a plusieurs moyens de le faire. En nous donnant des étoiles sur l'appli podcast sur iPhone, si c'est celle que vous utilisez. Évidemment, le bon vieux bouche à oreille, c'est toujours aussi efficace. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça peut intéresser votre entourage. Et aussi, vous pouvez continuer également à nous aider avec quelques galions sur notre page Tipeee qui est en description.
Un gros cœur à nos tipeurs du moment, justement, qui ont même continué à nous soutenir pendant les plusieurs semaines où on était pourtant inactifs. Donc merci à Lucie, Miss Bookin, Manon, Cyanide, Cécile, Calma Robot, Louison, Mademoiselle Or, Yonde, l'arithmancien, Clara, Aurélien, Mathilde et Adrien, merci beaucoup pour votre soutien. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. On vous a fait pas mal patienter pour la suite de la Chambre des Secrets. Pour nous, c'était un grand plaisir de s'y replonger. Et on a hâte de vous retrouver prochainement pour le chapitre 17, où l'on va enfin savoir qui est au bout du couloir. Enfin, qui est l'héritier de Serpentard. J'ai presque envie de mettre la musique de l'émission. Enfin. Allez, à très vite, et en attendant, on se retrouve sur les réseaux, bien entendu. À bientôt. Salut! Alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir, et vous allez suivre Sam.